Dominique, est-ce que tu peux m'en dire plus de ce qui est cyclique dans l'Ayurveda? Qu'est-ce qui est cyclique? Si on observe un peu le fonctionnement de la nature, on s'aperçoit en fait que tout est cyclique. Et l'Ayurveda reprend cette notion en lien étroit avec ce qu'on a déjà vu, à savoir la notion de dosha. Vata, Pitta, Kapha, ces principes d'intelligence qui sont à la base de toute la formation de la physiologie et tout le fonctionnement de la physiologie et de la psychologie. Donc on a effectivement des cycles. Alors, il y a plusieurs sortes de cycles. Par exemple, aujourd'hui, il est 14 heures et le soleil, il était entre midi et 2 heures, il était au plus haut dans le ciel et donnait une forte énergie. Et cette courbe du soleil, on va la suivre et on va s'apercevoir, par exemple, que justement entre 10 heures du matin et 2 heures d'après-midi, on a la phase la plus chaude de la journée qui correspond à Pitta. C'est-à-dire l'intelligence Pitta est à l'œuvre plus spécifiquement à ce moment-là. Donc, si tu dis que l'intelligence Pitta est vraiment maximale entre 10 heures et 14 heures et qu'elle donne une forte énergie, j'imagine qu'elle donne une forte énergie également pour la digestion, par exemple. Ça va nous permettre de comprendre les cycles digestifs aussi. Effectivement, le feu étant très très fort dans l'environnement, il est aussi très très fort à l'intérieur de nous. Hein, on est complètement sur le même modèle que le fonctionnement de la nature. Hein. Et donc, dans la nature, à certains moments, l'intelligence Pitta est plus forte, par exemple en été. Hein, là, on commençait à parler des cycles quotidiens, des cycles circadiens, mais il y a aussi le cycle des saisons. L'été, le cycle, la période de la chaleur, on dit que c'est la période qui est influencée par Pitta, plus particulièrement par Pitta. Est-ce qu'on peut dire que les personnes qui ont un dosha prédominant Pitta, donc le dosha un peu de feu, hein, est-ce que l'été c'est une période qui peut être difficile pour elles? Alors, si elles ont un pitta qui est très exacerbé, le pitta va augmenter dans leur physiologie et dans leur psychologie et elles vont se sentir plus inconfortables. Et on aura un déséquilibre pitta qui va s'installer progressivement plus on va avancer dans la saison. Ça peut vraiment expliquer que certaines personnes disent, moi je préfère la période de l'été, la période chaude, moi je préfère la période de l'hiver quand il y a de la neige et que c'est calme parce que ça doit apaiser certains de leurs doshas. Ça, c'est pour un kapha qui est plutôt d'un tempérament froid, plutôt humide, la chaleur, eux, pour eux, ils sont heureux, quoi. C'est confortable pour eux. C'est pas confortable pour un pitta qui, lui, est déjà peut-être déjà un peu exacerbé, mais pour un kapha et pour un vata, ça peut être confortable en début de saison. Ouais. Et il y a un autre phénomène qui va se mettre en place, c'est que au début, ça les réchauffe, mais à trop réchauffer le vata, ça l'assèche. C'est ça. Bien qu'un été vraiment très chaud, au bout d'un moment, ça va devenir inconfortable pour eux parce que ça peut justement trop exacerber cette qualité de sécheresse du vata. Exactement. Ça va augmenter Pitta. Donc, les gens qui sont Pitta Vata vont être beaucoup inconfortables en fin de saison. Les tempéraments Vata vont être plus asséchés. Les tempéraments Pitta vont être plein de chaleur, plein d'acidité, plein de feu à l'intérieur du corps et de l'esprit. Et un tempérament très venteux, par exemple un tempérament de bord de mer, pour qui ça va être désagréable? Qui dit vent dit mouvement. Et qui dit mouvement dit tempérament Vata. C'est-à-dire, on sent que le Vata est dans la nature. Il est très actif. Et cette même intelligence va être stimulée chez une personne Vata qui va trouver que le bord de mer, ben, ça lui fait plein de pensées, ça l'agite, ça le rend irritable. Il y a des gens qui n'aiment pas le bord de mer pour ça. Enfin, nous, on se réfère quand même à nos climats européens qui sont quand même très très différents. On a bien des 4 saisons très marquées, mais j'imagine que ces qualités de chaud, de sec, d'humide, de venteux, de brouillard, etc., peuvent se retrouver dans tous les pays en fait et exacerber certains types de doshas. Ça nous met en évidence le fait que l'Ayurveda est vraiment une science universelle. Universelle et qui n'est pas spécifique à une région. Elle est vraiment, ce sont des lois de la nature et ces lois de la nature sont à l'œuvre partout dans le monde. Il y a 6 saisons en Inde, donc on va voir ces Vata, Pitta, Kapha qui vont être plus ou moins présentes tout au long de l'année. Et on a la même chose chez nous, mais on n'a que 4 saisons. Et encore, souvent on dit telle saison, par exemple, l'hiver c'est Vata. Voilà, l'été, c'est Pitta et le printemps, c'est Kapha. Et pour moi, c'est plus fin que ça, c'est plus subtil que ça. Et quand on en discute avec les Védias, les gens qui sont vraiment posés la question, ils disent non, non, c'est la saison, c'est pas le nom de la saison qui importe, c'est le climat. C'est le climat en fait, hein. Climat. Si c'est C'est le froid, climat. venteux
Et sec, ça veut dire que Vata est très très présent et il va augmenter dans la physiologie à cette période-là. Par contre, j'imagine qu'un hiver très humide, du brouillard, de la neige, même si c'est froid, enfin, on reste dans du kapha, on est loin du vata là. Il y a du Vata quand Il y même, a du vata. mais ça va aussi augmenter Kapha. Ça va Ça a augmenter. aussi augmenté kapha. Ouais. Souvent l'automne, on dit c'est Vata. Oui, quand il y a beaucoup de vent, c'est Vata. Hmm. Et parfois, il y a des automnes, il n'y a pas de vent ou peu de vent. Il y a des périodes de l'automne où c'est surtout de la pluie, Ouais. beaucoup d'humidité, beaucoup de brouillard. Et là, on est bien, on est en train d'augmenter Kapha dans la physiologie. Donc c'est clairement pas le nom de la saison, c'est vraiment le climat qui va nous permettre de nous adapter et de nous protéger de certains excès de dosha, j'imagine du coup. Exactement. Hein, quand quelqu'un commence à sentir, par exemple, de la lourdeur, de l'inertie, a plus trop tendance à vouloir faire quelque chose, se sent un peu accablé, un peu déprimé, Ouais. ça veut dire que kapha a beaucoup augmenté dans la physiologie. Et c'est un temps humide et souvent on le sent à l'automne pour il y a plein de gens qui sont déprimés. Bien, celle-là, c'est le moment de réduire kapha pour cette période-là, hein, ou d'anticiper cette période-là. On sent qu'il va y avoir de la pluie, ben on fait attention, on bouge davantage, on met un peu plus d'épices dans la nourriture, on mange plus léger. Hein, voilà, on se lève plus tôt le matin pour dynamiser le kapha, on fait de l'activité physique. Voilà, hein, pour vraiment anticiper. Pour quelqu'un, une personne pitta, qui n'aime pas les fortes chaleurs, qui n'aime pas les climats très chauds d'été, qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette personne par exemple? Ça, c'est vraiment le leitmotiv de l'Ayurveda. C'est toujours anticiper, toujours prévenir. Hein, L'Ayurveda, c'est aussi un système qui est fait pour soigner, hein, pour ramener l'équilibre quand il y a déséquilibre, mais il y a beaucoup, beaucoup de connaissances, énormément de connaissances sur prévenir. Alors, quelqu'un qui se dit, oh, l'été, je vais encore avoir trop chaud, je sens que je vais avoir des aigreurs, des brûlures d'estomac, ou ils sont Le irritables. caractère un peu impulsif aussi Voilà, ils sont qui irritables, arrive. ils s'agacent Ouais. pour un oui, pour un non. Donc ces personnes-là, ils ont tout intérêt effectivement à ramener de la fraîcheur, hein. Ouais. Faire des promenades le soir au bord de l'eau, prendre des aliments qui rafraîchissent, faire des massages à l'huile de coco par exemple, ça c'est très très bien pour les personnes qui ont un excès de pitta. Manger des nourritures plutôt crues parce qu'ils ont tendance à brûler facilement les aliments, à digérer facilement. Donc du cru, de la verdure, hein, des choses qui vont les apaiser, des fruits bien sûr aussi. Mais faire attention à tout ce qui est café, thé, Ouais. hein, aller plutôt vers des tisanes de menthe par exemple, ou des tisanes de fenouil, des boissons anisées, hein, qui vont rafraîchir, qui vont apaiser le pitta. Quelque part, le barbecue de l'été, pour les pitas, c'est pas une bonne idée en fait, hein. Les merguez au barbecue l'été, avec de la sauce pimentée et une petite bière, c'est pas vraiment la meilleure des idées pour les pitas. C'est un choix qui aura des conséquences qu'il faudra assumer à la fin de l'été. On peut faire un barbecue, on peut faire cuire un peu, on peut faire des brochettes de légumes, par exemple. C'est très très bien ça pour un pita. On peut faire des viandes blanches qui sont Oui. intéressantes pour pita, hein. Il y a toujours des solutions. Mais effectivement, éviter les viandes rouges, éviter les épices piquantes, éviter l'alcool, hein, bien sûr, hein, des excès d'alcool, hein. Ça ne veut pas Ouais. dire qu'on se prive de tout, mais on fait attention parce qu'on sait que de toute façon, on paiera la dette, on aura des inflammations, des problèmes d'angine. Les pitas, ils se reconnaissent. À l'automne, s'ils n'ont pas fait attention, ils C'est ont difficile. des douleurs, des brûlures dans le corps, des brûlures d'estomac, etc. Donc là, on a parlé des pitas et la période de l'été. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, quand l'automne arrive, le ciel gris, un peu de brouillard, les gens ressentent vraiment une lourdeur, une tristesse, une difficulté à bouger, un peu la dépression saisonnière en fait, hein, qu'on attribue en Europe au manque de vitamine D. Plus qu'au manque de vitamine D, en fait, à la baisse de la luminosité, qui entraîne un manque de vitamine D, mais plus à la baisse de la luminosité. Comme disait le médecin que je vois une fois par an, il dit systématiquement, tout le monde manque de vitamine D. Donc il faut Mm. suppléer en termes de vitamine D. Mais quand il y a beaucoup d'humidité, quand il y a un froid humide comme ça, CAFA augmente. CAFA, c'est le côté structurant, mais lent, avec un métabolisme lent, avec les pensées sont ralenties, la transformation, la digestion est ralentie, tout est ralenti, ce qui fait qu'on a un sentiment de lourdeur, d'apesanteur. Donc là, il faut effectivement bouger, bouger, bouger. S'il n'y a pas de vent, vraiment en automne humide, à ce moment-là, il faut faire plus d'activité physique le matin, par exemple. Mm. C'est une période qui est favorable, on pourra en parler, pour le cycle quotidien, faire plus d'activité physique, boire des boissons chaudes, bien toniques, des thym, des romarins, voilà, des boissons qui dynamisent, qui tonifient. Et puis, en Ayurveda,
dans le docteur Trigona, qui est un grand spécialiste, disait un petit café pour Kapha, c'est OK. Ah, d'accord. Mais Voilà. pas pour Pita. Pita, mieux vaut s'abstenir si on a trop de pita. Mais pour Kapha, ça tonifie, ça dynamise. Et puis, une nourriture plus sèche, une nourriture plus légère, très facile à digérer, hein. Et on va surtout pour Kapha, si c'est possible, de manger très léger le soir. Très léger. Très léger le soir. Kapha augmente terriblement avec le repas du soir qu'il ne digère pas. Il ne digère D'accord. Ah oui, ok. Du coup, plutôt des aliments cuits, en fait, aussi. Plus cuit, digestes. cuit, chaud, léger, voilà. Peu salé, parce Peu que salé. le Rétention d'eau. rétention d'eau et donc rétention de kapha, augmentation de kapha, mais bien tonique, c'est-à-dire avec des Bien épices, du tonique. gingembre, du poivre. Là, lui, il peut avoir fait des barbecues dans l'été, ça lui fera du bien à l'automne, avec les épices Mais piquantes, du coup, pour prévenir ça, on peut demander aux gens justement de commencer ce type d'alimentation quand l'humidité commence à monter tout doucement, en fait. dès le début, Dès le début. dès les refroidissements. On sent, Refroidissement. Dès les premiers frimas, on y va. voilà, en général, la première quinzaine de septembre, il pleut, très Ouais. souvent, il pleut, Très c'est souvent. humide. C'est pas qu'il y a forcément beaucoup de vent encore, mais c'est vraiment un moment d'humidité. Donc là, il faut y faire attention et on peut prévenir cette petite période-là pour éviter que ça s'accumule. Et encore avec les histoires de cycles saisonniers, il y a beaucoup de gens, quand l'automne arrive et quand le printemps arrive, se plaignent d'une perte de cheveux et d'une grande fatigue. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt Vata qui est déséquilibré. Dégâts chute, dégâts perte, dégâts chute, dégâts diminution de quelque chose, c'est Vata. C'est un autre type de déprime qu'on trouve Mm. souvent en général à la sortie de l'hiver, qui est plus une déprime avec une hyperactivité mentale. La déprime de Kapha, c'est peu de pensée et souvent pas envie de. Alors que la déprime de Vata, c'est plus hyperactivité mentale, beaucoup de pensées, des pensées inconfortables, de l'anxiété, des peurs, des choses comme ça. Et là, il faut anticiper pendant la période venteuse, pendant le froid, c'est un froid glacial Ouais. qui rentre dans les os, là. Les Vata, ils ont horreur de ça. C'est facile à reconnaître qu'un Vata, il aime pas ça. Il aime pas Ah, il du aime pas le froid. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour prévenir de ça? De justement ces périodes de transition qui sont difficiles pour eux. massage à l'huile de sésame. Massage. D'accord. Et pas l'huile de coco. L'huile de coco, c'est vraiment une huile refroidissante qui est très bien pour les périodes chaudes, très chaud, pour les tempéraments Pitta et tempéraments Pitta Ouais. Kapha ou Pitta Vata, qui sentent qu'il y a trop de chaleur et qu'il y a un inconfort avec la chaleur. Pour Vata et pour Kapha, c'est mieux l'huile de sésame. D'accord. Qui est Pour un Kapha, peu chauffante en fait. Qui qui est va permettre de, réchauffant, qui est qui est chauffant. chauffante. et- D'accord. Donc là, on a parlé des grands cycles saisonniers, mais tout à l'heure, tu disais qu'il valait mieux se lever tôt le matin. Alors j'imagine qu'il y a des cycles dans la journée. Alors pourquoi se lever tôt le matin? Au moment où on se lève, la qualité qui est présente à ce moment-là va être transportée tout au long de la journée. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on vérifie? Ben, c'est pas compliqué. Quand vous vous levez très tard, vous vous levez par exemple à 10 heures du matin, Hmm. vous avez certainement remarqué qu'il y a une lourdeur Hmm. qui est là tout au long de la journée. On se sent lourd et on a l'impression que rien n'avance, on n'a pas envie de. Ouais, tout à fait. Ça me rappelle ce qu'on décrit, nous, en médecine, comme l'ivresse de sommeil, où les gens se réveillent, physiquement réveillés, mais on sent que tout est ralenti et ça peut durer plusieurs heures, en effet, hein. C'est tout à fait ça, hein. La raison, c'est que la personne ne s'est pas levée en tôt le matin, elle s'est levée plus tardivement. De 6 heures du matin à 10 heures du matin, c'est la période CAFA, D'accord. influencée par CAFA. Et donc, il amène les valeurs de densité, de lenteur, de fabrication, de construction des tissus, Hmm. Hmm. mais en même temps qui ralentit la digestion, qui Hmm. ralentit la pensée, mais qui favorise la mémorisation, par exemple. C'est une période qui permet aussi les réflexions ou les analyses beaucoup plus profondes, je dirais plus au sens philosophique du terme, c'est-à-dire aller chercher des questions ou des réponses sur l'existence, sur vraiment des questions fondamentales. Ça, c'est vraiment la bonne période. CAFA est vraiment favorable à ça. Mais par contre, comme il ralentit le métabolisme, si je me lève tard, Hmm. transporte mon mal-être Toute tout au la long de journée. la journée. Et donc, il vaut mieux se lever en heure Vata. Plutôt vers 6 heures du matin, en fait. Alors, de 2 heures à 6 heures, on a effectivement la montée progressive de Vata qui va se manifester de plus en plus et qui sera vraiment à 5h30, 6 heures, Ouais. très présente. Et on sait par exemple que dans la nature, il y a un grand silence et tout à coup,
un petit peu avant le lever du soleil. Ah oui, complètement. Tous Les les oiseaux oiseaux. qui se mettent à chanter, la nature qui rentre en activité. Le réveil de la nature, hein, cette activité créatrice de la nature, on va la transporter tout au long de la journée si on se lève à cette heure-là. Et donc ensuite, on avait dit donc de 2 heures pardon à 6 heures, on est en heure Vata, donc se réveiller un petit peu avant 6 heures. On arrive sur l'heure de Kapha, donc jusque 10 heures du matin, et de 10 heures à 14 heures, on est en heure Pitta. Ce qu'on disait au début, c'est là qu'il faut déjeuner. C'est le moment où il faut déjeuner. C'est le moment aussi où on peut être amené à structurer des choses. Parce que D'accord. Pitta, il est très organisé, très Hmm. structuré. C'est l'intelligence, on dit, hein. Pitta, c'est le dosha de l'intelligence. Et donc, l'organisation, tout ça, c'est vraiment à ce moment-là, hein. C'est pour ça que, par exemple, moi, je me souviens quand j'étais instite, on faisait les activités de mémorisation le matin. Et puis, quand arrivait 10 heures, on pouvait commencer à faire les choses de la grammaire, par exemple, qui est plus analytique, ou les mathématiques Ouais. Résolution de problèmes. problèmes et tout ça, ça se fait avant le repas. Et puis, les enfants, bien sûr, on les fait manger à midi et demi, hein. Et puis, la récréation, on reprend souvent à 2 heures. Et à 2 heures, on avait des activités de type Vata qui pouvaient commencer, c'est-à-dire tout ce qui est créatif, hein. Donc, D'accord. les sciences, la recherche en histoire, ou les arts, voilà, tout ça, c'était l'après-midi. Comme quoi, le système éducatif français est plutôt en accord avec les lois de la nature. C'est plutôt pas si mal. On va prendre ce bon point. Donc ensuite, on fait 14 heures, 18 heures, on est en heure Vata. Et Oui. ensuite, on fait 18 heures, 22 heures, on est en heure Kapha. C'est là où on aura envie de dormir, j'imagine. Alors, le soir, oui, le café du soir prédispose au sommeil. Pourquoi? Parce qu'il y a un ralentissement du métabolisme, Ouais, ouais. il y a une tendance à l'apaisement, au calme, hein, qui est bien méritée parce que juste avant, il y a eu Vata quand même qui s'est bien agité. En fin de journée, on est fatigué, souvent à cause d'excès de Vata, on est agité, tout ça. Et donc, quand arrive Kapha, ça apaise. Donc, l'Ayurveda recommande de ne pas faire d'activité trop intellectuelle, trop dynamisante à cette période-là. Ah oui, pour favoriser le sommeil, justement, apaiser le mental également, et suivre cette inclinaison naturelle qu'on a envie de dormir, en fait, hein. On ressent le kapha qui s'installe, hein. Et donc, 22 heures, 2 heures du matin, on entre en heure Pitta. Et alors là, moi, quelque chose m'interpelle. Le Pitta du midi de journée et le Pitta de nuit, en quoi diffèrent-ils? C'est vraiment la vision ayurvédique des choses, c'est-à-dire que celui de la journée, il est tourné vers l'extérieur, comme le Ouais. soleil est tourné vers l'extérieur, il est là, il éclaire, et celui du soir est tourné vers l'intérieur, Ah. comme le soleil il est tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'il est caché. Et donc, en fait, l'activité est intérieure. Et l'activité de 22 heures à 2 heures du matin, ça sert à régénérer, à restructurer, à nettoyer, à purifier le système métabolique, le système digestif. Si on a bien compris ça, bien on va éviter de manger Mais tard. c'est ce que j'allais dire. Les gens qui mangent tard, c'est plus du tout le Pitta de la digestion, en fait. Si on mange tard, bien sûr, le feu va revenir dans l'estomac et au Et lieu de retarder nettoyer, l'endormissement. alors, un, il va retarder l'endormissement et deux, il va empêcher le feu d'aller dans les tissus profonds, hein, Ah. du corps pour finir de nettoyer, de transformer et de régénérer tout ce qui a besoin encore d'être régénéré, la formation des tissus, la pureté des tissus, la pureté du sang et tout ça. Ça se fait la nuit et ça, il faut laisser le temps pour ça. Et donc, on évite les gros repas le soir. Un gros repas le soir, le risque, c'est que le repas ne soit pas complètement digéré et qu'on fasse de l'amas, si je comprends bien. Si on mange beaucoup à un moment où la digestion est difficile, hein, c'est le cas du soir, puisque le Mm. soleil est en chute, donc Mm. le feu digestif va diminuer, diminuer, diminuer. Et si on mange à ce moment-là, on ne pourra pas transformer complètement la nourriture. Et il va y avoir des longues chaînes métaboliques qui vont demeurer dans le tube digestif et qui vont encombrer petit à petit le tube digestif et former ce qu'on appelle ama, c'est-à-dire on va amasser en français. Ouais. Et en sanskrit, a, ça veut dire non, ma, ça veut dire cuit. C'est le non cuit, hein, qui va être à la base de enfin, de très nombreux problèmes de santé et de très nombreuses maladies, hein. Donc, si jamais on peut donner un conseil de vie très simple aux gens, de manger léger le soir, mais si jamais ils sont partis pour un restaurant, quelle que soit la raison, on va dire aller au restaurant tôt et manger quelque chose de léger, plutôt du poisson que de la viande rouge, des légumes cuits plutôt que crus, etc. En fait, il y a des moyens simples en fait de pallier à ça.
Oui, tout à fait. Et puis bien mastiquer. Et bien Au mastiqué. restaurant, on est détendu, on est avec les amis ou la famille, on peut prendre le temps de mastiquer, de bien manger, ce qui fait que la digestion va être beaucoup plus rapide. Et c'est vrai que s'endormir en heure CAFA, en fait, c'est vraiment l'heure idéale pour s'endormir. Mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir s'endormir? Chez quelqu'un qui se plaint de difficultés d'endormissement et qu'à l'interrogatoire, on repère que clairement, elle s'endort plutôt vers 22h, 23h, ça peut l'aider de se coucher plus tôt? Je me souviens d'une patiente qui disait que depuis des années, elle n'arrivait pas à s'endormir. Puis elle se réveillait plusieurs fois dans la nuit. Et puis un jour, il y a une amie qui lui dit, ah non, moi je m'endors en 30 secondes, je suis endormi. Hmm. Mais comment c'est possible de s'endormir en 30 secondes? Elle n'a jamais connu ça de sa vie. Elle a se couché en général vers 10h, 10h30, 11h, ce qui était assez raisonnable quand même, somme toute, Oui, oui, ça reste correct, mais, hein. mais en heure pita. Sa véritable nature, c'est pita. Donc un tempérament pita qui se couche en heure pita, forcément est stimulé. Ouais. Elle s'est dit, tiens, je vais essayer, et elle s'est couchée. Elle se couchait entre 9h et 9h30, en lisant, avec une petite lecture très, très douce, très tranquille, et elle a constaté rapidement qu'elle s'endormait assez vite, très très vite. Et depuis qu'elle fait ça, elle me dit, Ah oui, ça a été radical chez elle elle. a une bonne vie, une bonne hygiène de vie. Elle avait déjà travaillé beaucoup sur son hygiène de vie. Elle mangeait pas trop tard le soir, tout ça. Mais ça a été radical. De passer 10h30, 11h à 9h, 9h30, elle a commencé à s'endormir et maintenant elle dort. Elle m'a dit, depuis, je dors très bien. C'est très intéressant, d'autant plus qu'on connaît toute l'importance d'un très bon sommeil en médecine allopathique, et donc j'imagine qu'en Ayurveda, c'est la même chose. Alors, en Ayurveda, il y a une règle fondamentale, et on trouve ça dans les textes, c'est à quoi bon les remèdes et les conseils en Ayurveda s'il n'y a pas un bon sommeil? Ah. Le médecin n'est d'aucune utilité s'il n'y a pas un bon sommeil. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui font du sport le soir. Quelque part, il y a quelque chose d'intelligent à faire le sport parce qu'on est en heure CAFA. Et la meilleure heure pour faire le sport, c'est la période CAFA. Pourquoi? Parce que Ouais. c'est une période où il y a plus d'inertie et donc on dynamise effectivement on structure davantage les tissus et tout ça. Donc c'est le bon moment pour faire l'activité. Sauf que le CAFA du soir, c'est comme le Pitta de la nuit, il n'est Hmm. pas fait pour l'activité physique intense. Pourquoi? Parce que si on est trop dynamique dans cette période CAFA, on va pas s'endormir. Hein, Non, on a l'impression qu'on a réactivé la machine en fait, hein, et qu'on est reparti. on a relancé la machine. Tout à fait. Ouais. Comme quand on fait un gros repas en fait, on relance la digestion et donc on relance la machine en fait, hein. Mm. Donc apaisant le soir absolument, et le sport plutôt le matin et idéalement en heure CAFA alors. Voilà, le sport le matin en heure CAFA, c'est parfait. Hein, le Ouais, matin, c'est on réveille. parfait. Dans les routines, ce qu'on appelle les routines ayurvédiques, on encourage à faire le sport dès le lever. Ensuite, on peut faire un peu relaxer avec un peu de yoga, des techniques de pranayama si on en connaît. Et puis après, l'Ayurveda Maharishi encourage à l'éveil de la conscience. Parce que la conscience, on l'a déjà vu, c'est vraiment la clé de tous les aspects de la vie pour rééquilibrer, pour ramener de l'harmonie. Donc c'est pour ça qu'on invite à la méditation, hein, et on a parlé de la technique de méditation transcendantale qui est recommandée dans l'Ayurveda Maharishi parce que elle a cette capacité à éveiller la conscience. Mais ça, c'est très favorable le matin parce on est en heure Vata, on est C'est en ce heure que j'allais dire. soleil. En fait, les deux horaires pour pratiquer cette technique de méditation transcendantale seraient heure Vata le matin et heure Vata le soir, en fait. Et oui, parce qu'on arrive le soir, on est fatigué, on est tendu, on est stressé. Ah oui, oui. Et donc l'AMT, qu'est-ce que ça fait? Ça élimine le stress. Mais tout ça nous fait bien comprendre qu'il y a des cycles, on va dire, macroscopiques, hein, les cycles de la météo qui changent de façon assez cyclique. Il y a aussi des cycles microscopiques, hein, dans la journée, en fait, enfin plus petits. Et on a l'impression quand même qu'il faut respecter ces cycles, notamment pour ce qui est du temps de sommeil, du temps de repas, et pour les gens qui bossent vraiment beaucoup, ceux qui ont une énorme charge de travail. Oui, c'est un peu le souci de notre période de vie. Autrefois, les gens, et beaucoup dans le monde agricole, les gens avaient un respect de la nature, ça se faisait tout seul. La Ouais. nature se levait très tôt le matin, hein, au Mm. chant du coq, le coq chante avant le lever du soleil. Mm. Comme on a dit, Exact. on appelle ça muhurta, c'est-à-dire le 30 à 40 minutes avant le lever du soleil, et il se levait à cette heure-là, très tôt, et il respectait vraiment ce cycle-là. Aujourd'hui, les contingences, le stress, l'activité, les exigences professionnelles fait que Ouais. on est loin de ça. Donc, ce que disait mon professeur, là, docteur Rajou, il disait,
Bon, on se stresse beaucoup dans cette période de temps, mais ce qu'il faut faire, c'est faire vraiment des pauses et régénérer la physiologie. Et lui, il disait, D'accord, faites des panchakarma, faites des cures de régénération. Hein. d'accord. Là, on a ça dans le cadre de l'Ayurveda Maharishi, des cures profondes de régénération qui permettent de retrouver un cycle normal, un fonctionnement normal et rééquilibrer Vata, Pitta, Kapha dans la physiologie et D'accord. repartir sur de bonnes bases. Est-ce que le fait de pratiquer la méditation transcendantale et essayer de suivre les cycles de la nature, ça élargit la conscience et ça permet d'être encore plus sensible justement à suivre ces cycles de la nature et respecter un peu sa physiologie? Quand on pratique la méditation transcendantale, elle est d'un niveau très très silencieux. Et quand on est là, toute cette valeur de la conscience, la source de la conscience, la source de la pensée, c'est parfaitement ordonné, c'est parfaitement équilibré. Ce qu'on fait, c'est qu'on ramène cette qualité-là dans Ah, le fonctionnement de la physiologie et de l'esprit, et ça permet de réajuster, de rééquilibrer, et ça fait de la méditation le premier remède. C'est pour ça, moi, je dis toujours, c'est le premier remède dans la c'est vie. le premier remède. La source de la conscience contient en elle tous les cycles et la façon dont les cycles s'harmonisent. Donc, quand on revient à ce niveau-là, on revient aussi à la source des cycles. Hein, on a des personnes qui nous disent, mais avant, je me couchais à point d'heure, et puis je me suis rendu compte que j'étais pas bien, etc., etc. Et puis, spontanément, je me suis mis à me coucher plus tôt et je me sens de mieux en mieux. Une autre personne, je me rappelle, j'étais sur Paris à l'époque, elle apprend à méditer, elle revient pour vérification 3 jours après, elle me dit, je sais pas pourquoi, j'ai plus envie de fumer. J'avais mes habitudes de fumer après le repas, le matin, après le café du matin. Après, ça s'est arrêté spontanément. Et ça, c'est vraiment caractéristique du fait d'aller à la source. Ça réordonne automatiquement. Comment tu fais pour que les gens suivent tes conseils? Parce que c'est pas toujours facile. On se rend bien compte des fois en consultation que on parle de quelque chose et ça fait rien résonner chez la personne en face et que limite elle se sent pas concernée. Ouais, l'idée en Ayurveda, c'est de ne pas imposer des règles ou des principes, donner la connaissance, faire prendre conscience de. En fait, toute l'idée des stratégies de l'Ayurveda Maharishi, c'est d'amener la personne à l'autoréférence. Donc, quand on suggère quelque chose, on discute avec la personne, on dit qu'est-ce que vous en pensez, comment vous verriez ça, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça aille mieux. Et on amène la personne à réfléchir pour qu'ils décident par eux-mêmes de dire, bah, tiens, on va faire plutôt ça que ça, parce que là, je me rends compte qu'effectivement, je me sens pas bien. Alors, il y a des personnes qui sont prêtes à Ouais. aller sur le terrain du sommeil, par exemple, ou d'autres qui vont être prêtes à faire quelque chose sur le terrain de la nourriture, de l'alimentation, des habitudes de vie. Hein, il y a des personnes qui me disent, ah non, moi, c'est pas la peine de me donner des plantes, je les prends jamais. Donc ça veut dire qu'on va pas dire, mais il faut comme on peut faire parfois en naturopathie, vous allez prendre ça, 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 ça. Hein, on fait un beau, un beau petit planning et ça fonctionne pas. Par contre, si on les amène sur un terrain où ils se sont déjà posé des questions, où ils sont déjà éveillés, eh bien, ils vont trouver la solution eux-mêmes parce que c'est à l'intérieur d'eux, c'est déjà à l'intérieur. La nature a fonctionné déjà à l'intérieur. Ouais. Et donc, ils disent, ah oui, c'est vrai. J'avoue que si je faisais comme ça irait beaucoup mieux. Ben, c'est dans vos mains. Et moi, ça me parle, ça. C'est-à-dire d'amener la personne à réfléchir, à se poser la question et à voir que à l'intérieur d'eux, ah ben oui, mais ça, je le savais déjà. Le fait d'en parler, ça fait que la personne va prendre la décision. Et puis, peut-être, elle prendra deux, trois décisions. Hmm. On a une expression qui est en Ayurveda, moi, j'aime beaucoup, c'est on est l'Ayurveda. On est Ouais. la science de la vie. Ah, On c'est est cette beau. connaissance. Et c'est juste réveiller un petit peu, hop, titiller un petit peu pour que, hop, ah oui, d'accord, oui, oui, ah bah oui, c'est vrai. Voilà. Parce que c'est que du bon sens si on regarde Hmm. bien. Finalement, Oui, les oui, conseils, complètement. c'est quoi? Se coucher plus tôt pour avoir une meilleure nuit. Tout le monde le sait, ça. C'est juste que tous les schémas psychologiques, la culture, le stress environnant, le milieu familial, tout ça fait que on dévie petit à petit, petit à petit, petit à petit, puis on sort du chemin Ouais. et là, l'idée, c'est, ben, on fait le chemin inverse. On détricote pour revenir à quelque chose qui, ah ben oui, qu'est-ce que je me Et sens puis qui est mieux. beaucoup plus simple quelque part. C'est simple. C'est très, très simple. C'est la simplicité, quoi. Je dirais aussi, c'est pas du tout dogmatique. On peut faire de temps en temps un écart. Quelque part, ça déculpabilise complètement de temps en temps faire un écart si globalement on suit les principes ayurvédiques et on sait qu'on peut parer à cet écart. C'est ça l'intérêt
Je suis le chemin. Et puis, j'ai très envie de manger un bon gâteau à la crème. Je sais que mon foie, il va réagir un petit peu. Mais voilà, je me fais plaisir, je mange un bon gâteau à la crème. Et je sais, par exemple, que si je sens un petit peu de lourdeur, j'aurais compris qu'avec une petite cure d'eau chaude derrière, dans les heures qui suivent, boire des petites gorgées d'eau bien bouillie, bien chaud, eh bien, je vais faciliter la digestion. Et puis voilà, je vais me sortir à nouveau bien. Donc, c'est cette connaissance-là, avec cette flexibilité-là de vivre ce qui se présente et de rectifier au fur et à mesure. Plus on se connaît, plus on est autoréférent, plus vite on peut rééquilibrer. Ouais. Et par exemple, se dire le soir, en fait, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim? J'ai pas très faim, je ne mange pas forcément ou très léger, surtout qu'il y a eu le gâteau à 16 heures, et du coup, je vais me sentir plus légère le lendemain. Voilà. Et le fait de s'écouter vient du fait que la conscience est très éveillée. J'aurais facilité à m'écouter, à me dire, Ouais, ah oui, non, j'ai pas faim, donc je mange pas. ouais, La conscience est un petit peu couverte et étroite, resserrée, et que fonctionne beaucoup avec des principes rigides. ouais. Ça, je vais dire, oui, c'est l'heure de manger, je mange. Mais souvent, les gens le disent, hein. Ils disent, bah oui, mais j'avais pas faim, mais il fallait manger, c'était l'heure du repas. Tout est dans la finesse et dans la clarté de l'esprit. Pourquoi, par exemple, les personnes de plus de 65, je dirais, pourquoi elles ont plus de mal à dormir? Là, tu nous passes le relais pour parler de ce qu'on appelle les cycles de vie. Ce sont des cycles qui commencent depuis la naissance jusqu'à à peu près une trentaine d'années. On est dans un cycle influencé par CAFA. Donc tout ce qui est l'aspect construction, structuration, puis effectivement l'enfant grandit, se structure, se muscle, son cerveau continue à se développer, etc. Donc, les tissus se développent, c'est la phase CAFA. Puis ensuite, il y a toute une phase de à peu près vers 30 ans jusqu'à 60 ans qui est la phase PITA, qui est une phase très active où bon, là, on réalise des projets, on est dans l'action, dans la responsabilité. Et puis, arrivé à 60 ans, tout doucement, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle la phase Vata, où effectivement, souvent, les gens ont des problèmes de sécheresse de la peau, ont davantage de problèmes de constipation, davantage de problèmes de sommeil, tout ça, parce que Vata marque davantage cette période-là. Et si les gens, en plus, sont Vata de nature, ben, ils vont encore le ressentir davantage. S'ils sont Kapha, ça va les alléger, ça peut être bien aussi pour les Kapha, cette période-là. Mais pour les tempéraments Vata, effectivement, ils vont ressentir davantage d'inconfort, de douleur, de pression, d'hypertension. On va trouver tout un tas de symptômes qui vont reconnaître et qui sont liés à l'excès de Vata, enfin disons à la période marquée par Vata. Et donc là, ces personnes, il faut vraiment qu'elles fassent attention à tout ce qui est routine Vata, alimentation Vata, rester dans le chaud, éviter trop d'activités, pour vraiment essayer d'apaiser au maximum ce Vata qui va monter naturellement avec l'âge. Oui, c'est ça l'intérêt quand on comprend un peu ces principes, c'est qu'on peut se les appliquer à soi-même, on devient un petit peu son propre médecin, entre guillemets, c'est qu'on Ouais. on sent que bah, tous les symptômes qu'a cité Dominique, là, sont des symptômes qui vont se développer. Et si on comprend, bah oui, c'est naturel, c'est cette phase de vie où naturellement, petit à petit, le vata a tendance à se développer de toute façon. Ça va être le moment où ça peut être particulièrement intéressant d'avoir un rythme de vie régulier et puis suivre, il y a pas mal de principes au niveau ayurvédique, comme par exemple se masser ou en tout cas se passer de l'huile de la tête aux pieds avant la douche qui est très intéressant pour compenser l'excès de vata. Et puis peut-être ça peut être l'âge où développer la sagesse, de pas s'inquiéter pour rien et d'essayer de passer suffisamment de temps pour se détendre en fait, que ce soit en se promenant ou pourquoi pas en méditant, en ayant des choses qui vont apaiser. Pour la femme enceinte, parce que on a parlé des enfants, de l'âge plus adulte, mais pour la femme enceinte, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? C'est un peu comme la vie de tous les jours quand on n'est pas enceinte. C'est en fait l'idéal, ça va être d'être en état d'équilibre. Donc là, c'est pareil, ça va dépendre aussi de sa constitution, ça peut dépendre aussi de la constitution du bébé à venir, ça peut dépendre de la saison. Il va falloir justement compenser les déséquilibres, rester le plus possible dans un état d'équilibre. Mais est-ce qu'il y a un dosha qui va prédominer à telle ou telle partie de la grossesse au premier, deuxième ou troisième trimestre? En fin de grossesse, on est plutôt euh, en CAFA quand même, parce qu'il y a une augmentation de volume, et puis en général, on se sent quand même plus lourde. Il y a quand même cette sensation de plénitude aussi qui se développe au fur et à mesure de la grossesse. Donc moi, j'aurais tendance après automatiquement à me dire que le début de la grossesse, c'est peut-être la phase Vata, parce que c'est le moment où on est encore un peu inquiet. Est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher? Qu'est-ce qui va se passer?
Il peut y avoir pas mal de tensions, parfois même des petites douleurs temporaires au niveau du dos, du bas du ventre. La phase intermédiaire Pitta, le milieu de la grossesse, où il se passe beaucoup de choses, c'est le moment où le fœtus vraiment se construit, où il y a le maximum de tissus qui vraiment apparaissent. Et puis, le métabolisme est très rapide. Et puis, la partie kapha, où là, c'est plus la croissance, mais une fois presque déjà fait. Le bébé est déjà construit, mais il va grandir à ce moment-là. Oui, la prise de poids de fin de grossesse du bébé, où on dit le dernier forcément, trimestre. plus de prise de poids, ça monte quand même très vite en troisième trimestre. Puis vraiment, l'expérience, c'est quand même d'être plus lourd. Et en général, quand tout se passe bien. Oui, puis il y a parfois des œdèmes aussi en troisième trimestre de Il peut y grossesse. avoir plus d'œdèmes en fin de grossesse qui correspond aussi à un déséquilibre de kapha qui s'installe. Ouais. Et pour ce qui est de l'accouchement, est-ce qu'on pourrait dire que dans ce cas-là, le vata reprend le relais pour justement le mouvement de sortie du bébé? Oui, il y a besoin forcément de beaucoup de vata et de beaucoup de pitta parce qu'il faut l'énergie. Ouais, pas faux. Là, Et puis les transformations hormonales au moment de l'accouchement. Hein. Oui, D'accord. le vécu de la maman, c'est sûr qu'il y a énormément de changements à ce moment-là. Le kapha, je me posais la question, mais où est le kapha? Le kapha, c'est peut-être le bébé qui arrive. Oui, Et lui va avoir en face kapha, qui va avoir cette espèce de rondeur, hein, quand même, le petit bébé. Et le liquide amniotique. Il kapha. liquide amniotique aussi, ouais. Et le liquide amniotique et le mucus qui sort, la peau un peu grasse. Je reviens aussi encore sur les particularités du cycle féminin, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui vivent très mal la préménopause et la ménopause. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans leur dosha, dans le déséquilibre, qui pourrait être amélioré pour que ces femmes vivent mieux cette transition? J'aime bien citer quelque chose que j'ai entendu souvent des Védias, ces médecins indiens avec lesquels j'ai travaillé pas mal d'années. Ils interprètent ça sur le fait que pendant les menstruations, toute la vie de femmes actives, les femmes ne se reposent jamais. Elles sont hyper actives, comme si de rien n'était. Et ils pensent que les déséquilibres s'aggravent au fur et à mesure du temps. Et finalement, au moment de la ménopause, il y a pas mal de choses qui se manifestent, mais qui sont dues à un déséquilibre relativement chronique déjà de toutes les années qui ont précédé. Voilà, c'est une façon de voir les choses, déjà de s'occuper de soi pendant les menstruations, dans la mesure du possible, évidemment. Ouais. Il y a aussi des massages qui sont intéressants. Les massages avec de l'huile de nacre ou avec de l'huile de ricin qui sont très très efficaces pour tout ce qui est douleurs menstruelles et tout. Justement, pour les douleurs menstruelles, pour moi, les douleurs menstruelles, elles sont liées à vata, et l'huile pour vata, pour moi, c'est l'huile de sésame. Alors pourquoi l'huile de ricin pour les douleurs menstruelles? Je comprends pas. L'huile de ricin est très très anti-vata aussi. Parce que pour moi, l'huile de ricin, c'était pour calmer kapha. Vata, kapha, et c'est en plus anti-inflammatoire. Elle est très elle est très épaisse, hein, quand même, comme huile. Donc c'est forcément une huile assez kapha parce qu'elle est très épaisse. D'accord. Quand on la fait couler. Et du coup, oui, ce côté très rond va calmer le vata forcément. D'accord. Elle est capable de régénérer les cartilages. C'est pour te dire à quel point tu nous as dit. Elle est incroyable. Je reviens sur l'alimentation, on y revient tout le temps en Ayurveda de toute façon. On sait très bien que les gens mangent beaucoup trop vite. Souvent, ils se plaignent après d'avoir mal à l'estomac ou d'un estomac gonflé. Comme ça, on comprend petit à petit que le fait de ne pas mastiquer ou de manger trop vite, ça crée énormément d'air, beaucoup de pression. Et cette pression va dans le tube digestif et on va la retrouver dans le corps après. Vous allez la retrouver dans le tube digestif, vous allez la retrouver dans le sang, vous allez la retrouver dans les tissus après. Ah oui. Et ça peut être une cause d'hypertension. D'autant plus que l'alimentation un peu industrielle est très molle en fait. Donc il y a moins ce besoin aussi de mâcher. Hein. Faut rajouter des petites choses un peu croquantes dans les. Quand tu manges du riz, par exemple, tu mets des amandes ou tu t'obliges à mastiquer. Est-ce qu'on peut dire que la digestion commence dès la mastication? On dit la digestion, souvent on dit que c'est les intestins, mais non, en fait, la digestion, elle commence vraiment au niveau de la bouche. Il y a l'action de la salive qui est très importante, qui peut favoriser l'absorption de certaines choses directement, même dans le sang. Et puis le fait de mastiquer, comme l'a dit Dominique. Donc ça, c'est vraiment de haut en bas. Il faut tout regarder. La salive, ça donne une certaine humidité à la nourriture, qui va faciliter déjà la digestion du fait de ce taux d'humidité. Et puis, ce que disait Sophie, il y a des choses qui digèrent. C'est l'amylase, par exemple, qui digère les amidons. Hein, donc le pain, le riz, les pâtes, tout ce qui est à base d'amidon, les pommes de terre, ça, c'est digéré dans la bouche. Donc digestion qui commence dans la bouche et après on arrive au niveau de l'estomac, action très pitta en fait à ce niveau-là, très acide.
Oui, c'est le centre même du pitta, du feu. Les gens qui ont beaucoup de pitta, en général, ils le savent tout de suite. Ils prennent quelque chose qui augmente le feu, ils vont avoir une sensation désagréable. Et après, des organes qui suivent, comme le foie, le pancréas, vont être aussi dans cette zone de pitta où il y a beaucoup d'enzymes qui sont produits, qui vont transformer les aliments en quelque chose qui va pouvoir passer dans le sang après. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à tous les gens qui ont des symptomatologies d'ulcères gastriques? Quand même, souvent, les gens ont des brûlures d'estomac avant, et s'ils les reconnaissent et qu'ils comprennent ce principe du pitta, justement, d'éviter peut-être tous les aliments qui sont très piquants, très acides ou très salés, aussi d'éviter tout ce qui les met en colère, par exemple, et d'apprendre à gérer leur colère, leur feu intérieur. Manger dans des bonnes conditions aussi. On parlait de mastiquer, en fait, souvent on mastique pas parce qu'on mange dans un endroit qui est trop agité. Soit on est trop agité soi-même déjà, mais on est souvent aussi dans un environnement agité. L'attention joue un rôle vraiment important. C'est-à-dire que si on est vraiment en lien avec son repas, qu'on commence à saliver, qu'on apprécie les couleurs, etc., il y a déjà un processus de transformation qui se met en place. Mm. C'est-à-dire que le corps va déjà dire, ah tiens, il faut telle enzyme, tel sucre digestif, telle quantité de ceci, telle quantité de cela. Il y a tout un processus qui se met en place avant même d'avoir commencé à manger, juste par la valeur de l'attention, être présent à son repas, etc. Et ça, c'est vrai jusqu'à la fin du repas. En fait, la digestion, elle commence avant même la mastication, hein, quelque part. Le Mm. fait de voir, de sentir, ça prépare déjà en fait toute la synthèse d'hormones, d'enzymes, etc. qui vont permettre de digérer. C'est vraiment intéressant en fait, hein. Et puis pour finir, il y a l'élimination. Donc on en a déjà parlé. L'élimination qui peut souvent poser problème avec une constipation chez beaucoup de personnes en fait. Oui, là, c'est un symptôme de Vata, comme on disait. Donc, dès qu'on a un style de vie un petit peu hyperactif, beaucoup de voyages, pas le temps de boire, et pas Hmm. forcément le temps d'avoir des aliments frais en particulier, pas forcément le goût pour les légumes verts, ben là, il y a beaucoup de facteurs qui vont favoriser l'installation d'une constipation. Alors, il y a des personnes chez qui c'est quelque chose de très ancien qu'ils ont déjà depuis l'enfance. C'est peut-être des fois un petit peu plus difficile à gérer, mais chez beaucoup de personnes, finalement, en ajustant quelques petites choses ici ou là, buvant davantage, un peu plus de légumes verts cuits, en faisant attention pas, de bouger quand même de temps en temps quand on fait des voyages longs. Il y a un certain nombre de conseils qui peuvent permettre de régler la constipation assez facilement. On peut très bien utiliser un certain nombre de préparations ayurvédiques qui vont aussi faciliter l'élimination. Il y a peut-être un point qu'on peut rajouter, c'est que la digestion continue après. C'est vraiment la première phase de la digestion qui permet de produire le premier tissu digestif, hein, ce qu'on appelle rasa en Ayurveda. Ce tissu digestif, quand il est bien formé, on a un sentiment de satisfaction. Il y a une espèce de Hmm. sentiment de bien-être, hein. Et puis ensuite, ce tissu va nourrir les autres. Le sang, les muscles, les os, enfin, la moelle osseuse, la moelle épinière, les cerveaux, tout ça, les différents tissus du corps. Donc en fait, la digestion, elle se prolonge et on dit qu'il y a 13 feux digestifs différents dans le corps. Plusieurs au niveau du système digestif et un pour chaque tissu, transformation de chaque tissu. J'imagine donc que ces trois doshas interviennent dans la digestion, puisque de toute façon les trois doshas sont toujours là. Ce que je voyais, c'est par exemple avec toute la salive, ce qui est l'eau, moi je verrais plutôt le kapha au niveau de la bouche, tout ce qui est feu digestif et ensuite enzymes hépatobiliaires, on serait plutôt dans le pitta, et enfin, bah, à la fin, l'élimination, ce serait le vata. Mais j'imagine que c'est plus complexe. Non, c'est très proche de ce qui est en fait, parce que la première phase de la digestion, qui commence dans la bouche avec l'humidification des aliments par la salive, et aussi la production de mucus dans l'estomac, hein, avec les sucs gastriques, tout ça, cette phase-là, c'est la phase kapha, de l'humide, pour vraiment favoriser les réactions chimiques qui vont se produire dans une deuxième phase. Donc la première phase dure à peu près on va dire 1 heure. Et puis ensuite, on a la deuxième heure, c'est la phase Pitta, où effectivement toutes les réactions enzymatiques, les transformations, la séparation des différents nutriments, déchets, etc., se fait à ce moment-là, pendant la deuxième heure. Et puis la troisième heure, ben, effectivement, on le sent parce que c'est souvent là qu'on commence à ballonner un petit peu, à gonfler. S'il y a trop de vata, c'est l'heure vata, c'est l'heure où justement où il y a le mouvement qui se met en route pour le péristaltisme, et puis le fait que les nutriments soient conduits dans le sang. Donc là, c'est Vata qui gère tous ces mouvements et l'élimination qui se fait normalement au bout de quelques heures de digestion, c'est-à-dire en heure Vata. Souvent, il y a des selles qui sont produites à ce moment-là. Donc en théorie, il faudrait une selle après chaque repas.
Alors, en Ayurveda, on dit que c'est le bon équilibre quand il y a une selle après chaque repas. Première heure, c'est l'heure CAFA. Est-ce qu'après le repas, on n'aurait pas du coup tout envie de se poser un petit peu? Et souvent, les gens, ils ont envie de dormir. Ils font la sieste. Moi, le premier, moi, j'aime bien faire la sieste après le repas. Pas trop longtemps, parce que sinon, après, on augmente trop CAFA. Mais disons 15-20 minutes. Souvent, ce qu'on dit en Ayurveda, c'est de le faire sur le côté gauche. Ça peut être juste s'allonger sur le côté gauche pendant 10-15 minutes, 20 minutes. Et puis après, on fait une petite marche. Parce que justement, on va favoriser le mouvement pour faciliter la digestion. Donc, on fait une petite marche après, si on a le temps, bien sûr. La faire bouillir avant pour augmenter le feu digestif, oui. Plus on la fait bouillir et plus le feu digestif, même si on la laisse refroidir à température ambiante, le feu digestif, comment dire, la capacité digestive de l'eau va être renforcée. Hein, puisqu'on met, en fait, l'idée, c'est de faut toujours penser en termes d'intelligence. Dans l'eau, qui est un élément assez, comment dire, certes coulant, c'est la nature de l'eau, mais quand on met le feu dedans, on se rapproche davantage de Pitta. Hein, Pitta qui est à la fois liquide, on l'a vu la dernière fois, qui est à la fois liquide et qui est du feu et du liquide. Et donc plus on met de feu dedans, et plus effectivement la transformation va se faire. Ça va être préalable, un peu comme les fruits qui sont mûris au soleil. Ça va être préalable au fait de boire, donc ça va permettre de bien digérer. Euh, Et je voudrais juste te demander, Dominique, moi je vais chercher une eau particulière, donc qui vient d'une montagne, le Canigou, qui a une certaine taux vibratoire qui est très très bien. Est-ce que ça vaut le coup de la faire bouillir? Parce que moi je me suis dit, vu la qualité de cette eau qui est exceptionnelle, de la chauffer même pour faire des tisanes, voilà, faire bouillir des infusions, n'importe quoi, je me dis que ça va changer sa structure moléculaire qui est quand même particulière. Mm. Alors c'est vrai que pour les eaux de montagne qui ont couru entre les rochers, qui se sont fortement dynamisés, il y a une forme comme ça de pouvoir digestif dans les dans les eaux de montagne. Donc effectivement, si on les digère bien, c'est-à-dire quand on les boit, on sent pas de lourdeur une fois qu'on les a bu, bah, on peut se contenter de les boire comme ça. Si toutefois on sent quand même qu'il y a un petit peu de lourdeur, ben, ma foi, on peut quand même les faire bouillir. Donc c'est un petit peu au feeling, quoi. Hein. Mais je comprends ce que tu veux dire, Isabelle. C'est vrai Je que ne voudrais pas, au contraire, perturber l'équilibre qui est particulier, quoi. Voilà, mm, c'est la même taux vibratoire que celle de Lourdes, tu vois, c'est particulier oui, comme eau. tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, on avait vu, je sais pas si on avait vu dans ce cours-là, un système pour faire des doubles spirales, pour justement donner à l'eau cette qualité énergétique qu'on retrouve dans les montagnes et d'une eau qui a couru entre les rochers. Il y a cette idée. D'accord. Ok, donc sinon, il y a une question sur Rishi Devata Chanda. Ça, c'est une question quand même très avancée. Hein. Je pense aux personnes qui entendent parler d'Ayurveda pour la toute première fois. Qu'est-ce que Rishi Devata Chandas, etc. Ça, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais disons que voilà, c'est un autre concept. Pour dire rapidement, pour dire simplement les choses rapidement, quand la conscience prend conscience d'elle-même, on peut, on peut faire émerger, ou disons, on peut voir trois concepts. Le concept de la conscience en tant que conscience, qu'on appelle Rishi, c'est-à-dire la conscience qui voit sa propre nature. Hein, donc on a ça Rishi. Rishi, ça veut dire voir, c'est le voyant, celui qui voit. Donc la conscience qui voit, elle voit quoi? Elle-même. Et ce elle-même, c'est Chandas, ça porte le nom de Chandas, c'est l'objet perçu quelque part. Et puis, il y a un processus de perception. Et le processus de perception, c'est Devata. C'est la relation qu'il y a entre l'élément qui voit et l'élément qui est vu. Hein. Voilà, donc c'est un peu le sujet, l'objet et la relation entre sujet et objet. Hein. C'est un peu cette idée. Ce sont vraiment des notions au niveau de la conscience, parce que la conscience reste toujours une, une et, comment dire, complètement unifiée, mais il y a ce processus de création qui fait qu'on peut dire que voilà, il y a ces notions qui apparaissent quand la conscience se regarde et perçoit tous les aspects d'elle-même, et c'est vraiment la base du processus de création. Alors, dans ce sens-là, effectivement, on pourrait dire que Vata
pourrait quelque part avoir un lien avec la valeur de Rishi, hein, puisque Vata, c'est celui qui gouverne, celui qui lance les impulsions, hein. Et puis Chandas pourrait avoir quelque chose à voir avec Kapha, hein, qui est plus structurel, qui est plus voilà, l'aspect de former, ouais, on peut le dire comme ça. Et puis Devata serait plutôt Pitta, qui est le processus de transformation, hein. La perception, c'est un processus de transformation. Ok. Bon, c'est dit simplement. J'espère que je m'excuse auprès des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça parce que c'est ça des heures et des heures de conférences sur ce sujet. C'est extraordinaire, c'est très profond et c'est vraiment extraordinaire. Ok. Alors, donc on va aborder un nouveau thème ce soir, hein, sur la base de ce qu'on a déjà vu précédemment. Donc, on a réalisé dans les premières conférences, hein, la conscience et tout ce qui est, hein. On avait vu cette notion et que l'éveil de la conscience est fondamental pour établir une bonne santé. Et donc, à ce propos, on va regarder quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est la définition de la santé. La santé est définie dans les textes fondamentaux de l'Ayurveda Maharishi, hein, avec cette expression en sanskrit, je l'ai mis pour mémoire, hein, Samadosha, Samagnicca, Samadhatu Malakriya, Prasannatmendriya Manaha Svasta iti abhidhyate. Et ça, c'est Shushruta Samhita. Alors ça dit quoi? Ça dit, il dit en bonne santé, celui dont les doshas, alors on l'a vu la dernière fois, hein, Vata, Pitta, Kapha, hein, sont équilibrés, dont les feux digestifs, on en parlera dans un cours prochain, sont équilibrés, dont les tissus, les dhatu, on en parlera aussi, et les fonctions d'élimination sont harmonieuses, dont l'âme, les sens et le mental sont clairs, sereins, lumineux. Alors ça, c'est parce que c'est des homonymes du mot prasanna et établi dans le soi. Et c'est cette notion qui est très fondamentale qu'on trouve dans l'Ayurveda, c'est cette idée d'être établi dans le soi, hein. Donc on ne peut pas penser en termes d'Ayurveda si on n'a pas derrière, dans le background, cette idée d'être établi dans le soi pour vraiment avoir une bonne santé. Donc, euh, donc, on a vu aussi dans le deuxième cours, on a vu que le premier remède, vous vous souvenez, hein, c'était la méditation, et on a parlé en particulier de la méditation transcendantale dans le cadre de l'Ayurveda Maharishi. Donc, c'est une technique de méditation, hein. Ça paraît un peu comme un moyen pour avoir, pour dire, plus de clarté, plus de créativité, plus de bonheur, hein, et établir une véritable état de santé, une santé équilibrée. Mercredi dernier, donc, on a parlé de la conscience en termes des trois principes fondamentaux Vata, Pitta, Kapha, les trois principes d'intelligence qui structurent, qui organisent et qui permet la vie du corps et de l'esprit, hein. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. On se rappelle, Vata, c'est le principe d'intelligence qui gère tout ce qui est mouvement, tout ce qui est communication, tout ce qui est mise en relation, hein, dans le corps et dans l'esprit et dans l'environnement. Faut jamais oublier, ça fonctionne partout dans l'univers. Et que Pitta, donc, c'est l'intelligence de la transformation, hein, c'est l'intelligence du métabolisme, hein, tout ce qui est transformation dans le corps. C'est la digestion, on peut dire aussi la digestion à la fois des émotions, à la fois des pensées, à la fois des perceptions et bien sûr des aliments, hein. Et Kapha, lui, c'est le troisième principe. Kapha, donc, c'est principe d'intelligence qui permet la formation des tissus, hein. C'est la sorte de cohésion, hein. Kapha crée de la cohésion comme ça. Et à la fois, c'est la lubrification et ça crée une forme harmonieuse au niveau du corps. Donc maintenant, on va regarder comment ces trois principes fondamentaux sont reliés avec ce qu'on va appeler les cycles, hein, les temps différents, et qu'il s'agisse du temps de la vie, ou le temps ou l'année, ou la journée, etc. Donc, mais avant, il y a peut-être quelques petites questions très pratiques qu'il faut qu'on règle. Donc, on va demander à Anne-Marie de nous parler de comment voir les replays. Je m'excuse, on passe un peu du coq à l'âne, mais c'est important parce que je vois que certaines personnes avaient demandé. Donc, on va laisser la parole à Anne-Marie. Donc, quand vous cliquez sur le lien qui vous est envoyé après chaque cours, vous arrivez sur cette playlist qui regroupe toutes les vidéos des différentes sessions. Alors, jusqu'à présent, donc vous voyez, vous avez les premières vidéos et vous avez chaque fois
session questions-réponses qui est passée après la vidéo de la session du soir. Donc, voilà, pour la session 1, vous avez les questions-réponses. Pour la session 2, vous avez les questions-réponses. Pour la session 3, voilà, vous avez les questions-réponses. On nous a fait remarquer que on enregistrait, on a mis session 3 questions-réponses. Il y a dans cette vidéo la présentation qui est faite par Dominique au début du cours. Et ensuite, on n'enregistre pas, puisque les vidéos sont préenregistrées, les présentations avec les 3 intervenants sont préenregistrées, on n'enregistre pas de nouveau cette partie-là. Donc, dans cette partie session questions-réponses, vous avez l'introduction de Dominique, puis on fait une pause, et ensuite vous avez la partie questions-réponses. Et vous n'avez qu'à cliquer sur, bon, voilà, sur la vidéo, et vous avez tout de suite la vidéo en question. J'espère que c'est... Alors, on pourra faire par la suite, on pourra faire un chapitrage qui vous permet, le chapitrage, si vous voulez, ça vous permet d'aller directement d'un chapitre à l'autre. Voilà. Voilà. Bon. Si vous avez plus de questions, effectivement, vous envoyez un petit message au bureau des cours et on vous répond. Super, merci Anne-Marie. Ça clarifie bien le sujet. Donc, il y a quelques petites questions juste avant qu'on passe la vidéo. Comme ça, on aura des questions sur le thème de ce soir après. Peut-on utiliser une bouilloire? Alors oui, le souci de la bouilloire, c'est que ça bout pas longtemps. Donc souvent, il faut maintenir, il y a une petite technique pour maintenir ou laisser le, le couvercle ouvert. Enfin, il y a des petites techniques pour maintenir que ça bout un petit peu plus longtemps. Donc, est-ce qu'il y a une prise en charge particulière des addictions, le tabac, dans l'Ayurveda, et quelles sont les vraies causes d'après cette approche? Merci. Alors ça, c'est vraiment un sujet, ça c'est presque une conférence en soi, les addictions. Donc, effectivement, oui, il y a des choses en Ayurveda hein, sur les addictions, bien sûr. Il y a des plantes hein, comme le kudzu, tout ça. Mais ouais, ça demande un développement quand même. En général, on fait ça dans une consultation parce que ça demande de regarder un petit peu le mode de vie de la personne, son alimentation, comment dire, son désir d'arrêter. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, hein. Mais effectivement, il y a une prise en charge possible. A-t-on accès aux documents présentés dans le cours, tableaux, citations, etc. Ah oui, les, les, ce qu'il y aura plus tard, je pense, à la fin du cours, c'est l'accès au petit test pour voir ses doshas, pour voir l'alimentation qui correspond, etc. Ça, je pense qu'on aura ça ultérieurement. Ouais. Euh, ah oui, c'est quoi la plante? Donc, c'est kudzu, K-U-Z-U, kudzu. Voilà. Donc, ça, c'était pour pouvoir passer la vidéo et rentrer dans le thème de ce soir. Merci Jean-Yves. Super. Donc on a plongé dans les cycles. Alors, il y a pas mal de questions. Ah, voilà. Dans le cadre de pathologies lourdes, AVC, diabète, cancer, la cure de Panchakarma plus traitement de longue durée, y a-t-il un moyen de faire prendre en charge par, oui, j'imagine, la Sécu, les mutuelles, etc. Alors en France, à l'heure actuelle, on a, on a peut-être avoir les consultations, quelques consultations prises en charge par les mutuelles, mais dans tous les cas, au niveau de la Sécu, Panchakarma, pas à ma connaissance, pas à ma connaissance. Je sais que Sophie elle pourrait parler peut-être du système suisse, qui est un système qui a pris en charge qui prend en charge les cures ou partiellement. Je ne sais pas, est-ce que tu peux en dire quelques mots, Sophie? Je peux dire deux, trois mots, mais bon, évidemment, la situation de la Suisse est quand même assez différente de ce qui se passe en France, mais il y a un certain nombre d'assurances, il y a beaucoup d'assurances hein, en Suisse. Il n'y a pas un système, il y a 33 assurances maladie. Donc, chacune fait ce qu'elle veut. Donc, pour ce qui est des consultations, vraiment la grosse majorité va rembourser les consultations ayurvédiques, pas en 100%, mais quand même un certain pourcentage. Et puis, pour
Les traitements comme les panchakarma, bon là, elles remboursent déjà beaucoup moins la majorité. Ça a été mieux dans le passé, maintenant elles remboursent plutôt un petit peu moins qu'avant. Mais il faut savoir qu'en Suisse, les assurances maladie sont très chères. Donc finalement, je ne sais pas s'il faut complètement envier la situation des Suisses. Les Suisses. Hein. Mm. Super. Demandez quand même, demandez quand même à votre mutuelle, parce que je sais qu'il y a des mutuelles qui remboursent un petit peu quelques consultations dans l'année. Alors, l'huile pour équilibrer Kapha et l'huile de sésame, l'huile pour équilibrer Pitta, l'huile de coco. Quelle huile équilibre Kapha? Il me semble qu'il y a mieux que de l'huile de sésame. Oui, effectivement, il y a l'huile de moutarde hein, qu'on utilise pour Kapha, pour les vrais Kapha. Hein. On entend pour les vraies physiologies Kapha froides, avec des bons poignets bien robustes, des bonnes chevilles robustes, un vrai Kapha. Donc, effectivement, l'huile de sésame peut être indiquée. Hein. Alors, Sophie, quelle huile utiliser en massage pour jambes et pieds ultra froid et combien de fois par jour? Moi, je trouve que l'huile de coco que tu as mentionnée pendant la présentation, elle est très bien. L'huile de coco est quand même vraiment rafraîchissante. Elle donne vraiment une sensation de froid. Donc, ça peut être assez agréable en été quand les pieds sont trop chauds de se masser à l'huile de coco. Bon, après, on peut utiliser de l'huile pita, mais je pense que l'huile de coco est presque Bon, j'ai peut-être plus rafraîchissante. Il y a l'huile d'olive, mais je donnerais encore priorité à l'huile de coco. Ouais, j'ai pas bien lu la question pour toi, Sophie. C'est quelle huile à utiliser en massage pour jambes et pieds déjà ultra froids? C'est-à-dire des gens qui Ah, ont les jambes froides et les pieds froids. d'accord. Alors là, c'est l'inverse. Il Voilà. faut les réchauffer. Faut Alors les le réchauffer. massage en soi, il va déjà être réchauffant puisqu'on va stimuler la circulation en massant les pieds et les jambes. Et alors là, bah, l'huile classique en Ayurveda, ça va être de l'huile de sésame mûrie qui fait monter le pitta. Donc ça marche bien en hiver en particulier. Se réchauffer en se massant les pieds et les jambes, ça marche bien. Alors, une question la question qui est toujours difficile de répondre, quid des horaires d'été et d'hiver, décalage horaire par rapport au soleil? Alors, évidemment, alors, ouais, moi, une réponse de Rajou. Un jour, on lui a posé la question, docteur Rajou, il dit, on suit l'heure sociale. Voilà, lui, c'était sa réponse. Mais effectivement, si on veut aller dans quelque chose de plus fin, faut aussi travailler au ressenti. C'est-à-dire, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Sophie, mais moi, j'irais plutôt comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des moments, bah, on a encore un petit peu, effectivement, le soleil, il est vraiment là, mais il est là plus tôt ou plus tard. Et, euh, et là, on peut peut-être suivre un petit peu plus ce feeling. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à cette question. Oui, C'est oui, délicat. c'est vrai. Moi, je me suis souvent dit que les Védias, en fait, se posaient pas tellement la question parce qu'eux, ils sont plus près de l'équateur et il y a beaucoup moins de variations Voilà. d'une saison à l'autre. Mm. Et nous, il y a un décalage, mais considérable entre l'hiver et l'été. Donc, automatiquement, on a quand même tendance à changer notre cycle et puis à suivre la lumière du soleil plus que l'heure de la montre. Mm. Mais je me souviens d'un Védia, ça m'étonnait toujours quand il arrivait de l'Inde. Bon, normalement, la plupart des gens, ils sont fatigués du voyage déjà, mais il y a le décalage horaire qui fait qu'ils ont un rythme complètement décalé, qui va se reporter pendant plusieurs jours. Et il avait tellement l'habitude depuis qu'il était né d'avoir un rythme vraiment très régulier que il arrivait, bon bah à 5 heures du matin, il se levait, 4-5 heures du matin, il se levait, bah, c'était égal à 4-5 heures du matin, à sa montre, il se levait. Mm. Même s'il avait un décalage de 6 heures par rapport à son heure habituelle, il reprenait le rythme tel que le donnait la montre. Il remangeait à midi, il remangeait, etc. Et c'était incroyable la facilité avec laquelle il s'ajustait au changement d'horaire. Mm. Bon, là, il suivait évidemment l'heure de la montre parce que l'heure du soleil aurait complètement décalé les choses. Non, oui, mais ça, on peut en discuter infiniment. J'ai pas Ouais, non plus ouais, cette la question est pas réponse simple. Ouais, idéale. cette question est pas simple. Je suis d'accord, il faut aller au feeling. Souvent, on va au Idéalement, feeling qui nous arrange d'ailleurs. ouais. Et- Idéalement, je pense qu'il ne faut pas regarder l'heure indiquée par sa montre, mais l'heure liée à la position du soleil. Oui, ça, il est midi solaire lorsque, ok, effectivement, ça répond, c'est une forme de réponse
à cette question. Je me couche entre 22h15 et 22h45 toutes les nuits vers 2-3 heures du matin. Mon esprit se réveille, ah oui, est agité comme par hasard pendant la tranche horaire Vata. Donc trop de Vata, quelle solution? L'huile de sésame, point d'interrogation, dans les narines, dans les oreilles, juste avant le coucher. Effectivement, il y a plusieurs choses dans le réveil de nuit. En général, c'est facile. Le réveil, quand on a du mal à s'endormir, c'est Vata. L'endormissement, la difficulté d'endormissement, c'est Vata. L'endormissement, le réveil de nuit, ça peut être Pitta si vous vous réveillez par exemple avec des cauchemars, avec sensation de chaleur, etc., etc. Ça peut être un déséquilibre Pitta. Mais ça peut être aussi un déséquilibre Vata si c'est d'autant plus un réveil qui fait que vous ne vous rendormez pas, pardon. Et, euh, et donc là, il faut bien cibler. Est-ce qu'on est plutôt Vata? Est-ce qu'on est plutôt Pitta dans le déséquilibre? Ça, c'est vraiment important de bien repérer ça. Si c'est beaucoup d'activités mentales, mais pas forcément des cauchemars ou des choses voilà, qui font très très peur, c'est paradoxal, mais les cauchemars avec peur, c'est plutôt Pitta. Hein. Alors que si c'est voilà, si c'est plutôt de l'agitation, on pense à beaucoup de choses à la fois, là, on est plutôt dans des équipes Vata. Donc, on fera le nécessaire pour que ça soit. Moi, personnellement, les huiles pour dormir, je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, moi, je suis plutôt gui sous les pieds. Oui, Je tout sais à pas fait. si Moi, t'as- c'est aussi ce que je conseille. Le gui sous les pieds avant de se coucher. On peut peut-être une demi-heure, une heure avant de se coucher, sans faire un massage trop intensif, parce que là, on ne veut pas stimuler la circulation juste avant de dormir. S'appliquer du gui sous la plante des pieds. Et puis, en général, ce qu'on conseille, c'est juste avant de dormir. À ce moment-là, peut-être absorber ce qui n'est pas, ce qui n'a pas pénétré dans la peau de façon à pas en mettre trop partout dans le lit ou mettre des chaussettes ou quelque chose. Et ça marche particulièrement bien pour les déséquilibres de pitta, mais ça peut aussi aider le vata. Après, il y a des huiles spéciales médicinées pour mettre au niveau de la fontanelle juste avant de se coucher. Mais là, il faut être sûr de ne pas se tromper. Ça peut être un petit peu délicat parce que si on ne met pas la bonne huile, ça pourrait déséquilibrer plus qu'autre chose. Donc, il faut faire un petit peu Hmm, attention à ça. Je pense qu'il vaut mieux une recommandation relation. Hmm, lors d'une consultation. hmm. Alors, je crois que c'est un peu la même question. Alors, il y a une question vraiment pour toi, Sophie. Qu'en est-il du cycle féminin menstruel, saignement, période Pitta, point d'interrogation, juste après les saignements, reconstruction des muqueuses, CAFA, point d'interrogation, avant les saignements, séchage égale séchage, avant l'arrivée du feu, saignement, Vata, point d'interrogation. Donc, Il y a beaucoup de points d'interrogation. Bah, saignement pitta, oui, alors là, je suis tout à fait d'accord parce que le sang, oui, représente tout à fait le pitta. Donc la période de saignement active, c'est le pitta est très animé. Et oui, la muqueuse, bah là, ça dépend un petit peu comment on regarde parce que pendant l'élimination du sang, il peut y avoir chez certaines femmes aussi pas mal de muqueuses qui s'éliminent. Et ça, c'est du kapha. Et puis le côté vata, bah, c'est le côté où il y a pas mal de saignements, il y a un mouvement. Donc je pense qu'en fait, dans tout le processus des menstruations, il y a probablement les trois doshas qui sont impliqués à chaque phase. Mais peut-être un peu plus le vata, un peu plus le pitta ou un peu plus le kapha en fonction de la période qu'on considère. Juste avant les menstruations, je pense que là on est vraiment au vata pitta. En général, c'est la période où l'humeur devient irrégulière, la digestion devient irrégulière. Donc ça, c'est des signes de vata, mais on peut devenir irritable, le pitta commence à monter. Après, quand il y a le saignement, donc pitta, ça c'est clair. Reconstruction de la muqueuse, oui, kapha. Enfin, je pense que là, ce qui est décrit là est une bonne façon de voir les choses. On peut regarder un petit peu différemment aussi, mais petite réponse encore pour le sommeil. Effectivement, il y a des produits intéressants pour le sommeil qui s'appellent Nictomap, Nictomap Vata, Nictomap Pitta, Nictomap Kapha, et qui peuvent être bien aidants pour les personnes qui ont des difficultés Vata ou Pitta ou Kapha par rapport au sommeil. Ça fonctionne assez bien. Mm. On trouve ça en Italie, donc voilà, ça c'est répond. vrai que le sommeil, c'est quelque chose, on pourrait presque faire un cours rien que pour le sommeil, parce que c'est quelque chose, mais c'est extrêmement fréquent. Donc vous inquiétez pas si vous avez des problèmes pour dormir ou si vous réveillez à 2-3 heures du matin.
Je pense qu'au-dessus de 40-50 ans, il y a une proportion de la population qui a ce genre de problème qui est vraiment absolument énorme. Je pense aussi que c'est quand même lié à sa journée. La nuit, c'est un moment aussi où on élimine beaucoup de tension, beaucoup de stress. Et si ce stress n'est pas éliminé dans la journée, qu'il y a un déséquilibre dans la journée, bon, dans la nuit, il n'y a pas de contrôle et ça ressort. Il y a un phénomène de purification, je pense, qui se passe. On évolue aussi pendant la nuit, mais évidemment, c'est quand même plus confortable d'évoluer. C'est un peu stupide ce que je dis, mais d'évoluer dans l'inconscience douce du sommeil, c'est plus facile, disons, que d'être réveillé et puis d'avoir tous ces phénomènes, comme tu décrivais très bien, soit de l'anxiété, soit du stress, du cauchemar. Bon, tout ça, c'est des expériences vraiment désagréables. Euh, mais bon, voilà, ça fait partie du sommeil. Mais il y aurait vraiment beaucoup à dire pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour équilibrer le sommeil. Un sujet intéressant à traiter. Mm. Mm. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir des horaires non. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir des horaires de repas précis et manger quand on a faim. Oui, c'était par rapport au feeling. Alors, la régularité est très importante parce que quand il y a un manque de régularité, il y a Vata qui va augmenter. Donc, la régularité est très importante. Mais ça veut dire, l'idée, c'est que, par exemple, on a fait un gros repas à midi et puis arrive le soir à l'heure du repas et finalement, on sent qu'on n'a pas vraiment digéré, qu'on n'a pas vraiment faim. Là, c'est vraiment le cas typique où on peut ne pas manger. Voilà, on n'a pas faim, on mange pas, on peut boire une petite tisane, quelque chose de léger. C'est un peu dans ce sens-là. C'est pas qu'il faut manger, parce que les Vata, si je dis oui, vous mangez que quand vous avez faim, les Vata, ils sont déjà par nature tellement irréguliers qu'ils vont manger n'importe quand. Et ça, on le voit, c'est caractéristique chez les Vata. Ils peuvent avoir faim tout d'un coup dans la matinée, manger la matinée, puis manger à 3 heures d'après-midi. Bah, c'est vraiment des natures comme ça quand il y a un excès de Vata. Donc la régularité pour Vata est très très importante. Pour Pitta, de toute façon, il ne peut pas faire autrement. Il a faim à des heures bien précises. Et pour Kapha, si voilà, s'il sent qu'il n'y a pas trop faim, ben ma foi, à la limite, il saute le repas. Ça ne va pas gêner. Sauter un repas pour un Kapha, c'est pas gênant. Hein, il peut bien attendre facilement 2, 3 ou 4 heures. Hein. Donc je pense que ça. Tu voulais ajouter quelque chose, Sophie? Non, je pense que c'est bien ce que tu as dit. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Mhm. On mange que quand on a faim, mais si on est en état de déséquilibre, à ce moment-là, ça va forcément perturber cette sensation de faim. Donc, quand on a trop mangé, on peut alléger le repas suivant de façon à justement le repas d'après avoir faim à la bonne heure. L'idéal étant d'avoir faim à l'heure du repas, en fait. Mais si on mange trop à un repas, c'est logique. Le repas suivant va être plus difficile. Enfin, on n'aura pas faim. Alors, vous parlez de la manière de boire l'eau, mais très humblement, si je peux me permettre, je vous conseille d'écouter sur YouTube quelle eau boire. Une conférence sur l'eau par Marc-Henri, et un grand scientifique qui a travaillé sur la physique quantique. Cette conférence est une perle rare. Bien, merci pour l'info. Ok, désolé, je n'aime pas la cure d'eau chaude toute la journée. Que puis-je mettre dans l'eau comme plante pour que cela soit agréable? Bah, moi, j'aime bien mettre Si on veut faire un nettoyage et que vous n'aimez pas, mettez du cumin. C'est la plante par excellence qui enlève l'amas, qui enlève les toxines. Hein, donc, on fait bouillir une cuillère à soupe de cumin. Si c'est un petit peu trop fort en goût, vous pouvez mettre un petit peu de fenouil, de graines de fenouil avec. Puis, dans un litre d'eau, vous faites bien bouillir pendant une dizaine de minutes, puis vous buvez ça comme eau chaude. Hein. Là, ça va double action, c'est-à-dire qu'il y a l'action de l'eau chaude plus l'action du cumin. Tu voulais voir, Oui, ajouter quelque il y a chose? beaucoup d'idées. Le curcuma peut être utilisé. Certaines personnes utilisent le gingembre aussi pour nettoyer l'amas. Le fenouil est particulièrement intéressant si on a tendance à avoir des ballonnements. Puis on peut utiliser les plantes de chez nous aussi qui sont très bien. La camomille si on veut avoir un effet anti-inflammatoire ou s'apaiser le soir. Même la lavande peut être utilisée. Euh, la menthe si on a trop chaud en été, le thym, le romarin hein, pour stimuler la digestion. Enfin, on a aussi beaucoup de choses dans les plantes locales qui peuvent être aussi très bien. On peut alterner. Puis après, il y a les tisanes Vata Pitta Kapha Voilà, c'est ça. C'est un peu ce qui que peuvent, disait quand on se pose Pierre. trop de questions, puis qu'on a quelque chose de simple avec des Ouais. sachets, ça peut être aussi. Ouais.
Quand- Pierre il disait ça, il disait en fait, il existe des chais, c'est-à-dire des tisanes pour chaque dosha, Vata, Pitta, Kapha. Mhm. Il n'y a pas de chai près de. Il y a toujours ce truc qui ça, près de chez moi. Puis-je utiliser les plantes classiques chez l'herboriste? Voilà, ben, c'est la réponse que Sophie a donnée, bien sûr, hein. Il C'est y a des sûr. plantes digestives, des plantes pour nettoyer, des plantes pour drainer le foie. Il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez commander sur Vite à Labo du chai Maharishi Ayurveda. Voilà, ça arrive en 3 4 jours. Là, il y a des bons conseils. Certaines expériences prouvent qu'une marche de 15 minutes après chaque repas pouvait améliorer la santé globale, sensibilité à l'insuline, stabilité glycémique, meilleure digestion. Êtes-vous d'accord avec ceci? Pour pas dire autrement que oui, hein. Oui, 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 c'est bien. On disait toujours le walk and talk, hein, après Ok, ouais. après le repas. Mais c'est vrai que si la digestion est difficile, on peut avoir envie de dormir plus que de marcher, ou certaines personnes se sentent très fatiguées après le repas. Et c'est pas vraiment normal, justement. C'est un signal qui devrait aussi amener à consulter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Alors, qu'est-ce qui crée la rétention d'eau dans le corps, souvent dans les jambes? Que faire pour l'éviter ou diminuer? Comment peut-on identifier les premiers symptômes? Merci beaucoup. Oui, la fameuse rétention d'eau, hein. Avec la rétention d'eau, on est quand même dans une problématique fondamentalement CAFA, mais pas que. Quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété, qui vit des choses très traumatisantes, très difficiles à gérer, peut avoir un phénomène de gonflement, hein. Moi, j'ai connu ça chez une patiente j'ai déjà raconté cette histoire, qui devait gérer son papa alors qu'elle avait des conflits avec son papa. Du jour au lendemain, il a fallu qu'elle s'occupe de son papa et elle a pris en très peu de temps, elle a pris 10 à 15 kilos, très très peu de temps. Donc là, on ne va pas parler essentiellement d'un phénomène kapha, mais plutôt d'un phénomène vata qui a stimulé probablement kapha et la rétention d'eau. Donc il faut bien cibler la cause et puis travailler sur son kapha ou sur son vata. Donc bouger davantage, moi je dirais juste en 2 mots, bouger davantage et puis diminuer la quantité de sel qu'on mange et puis se faire des massages ou se faire masser. Hmm. L'huile kapha à appliquer sur les jambes est très efficace pour soulager, pour que le symptôme n'apparaisse plus, plutôt en prévention. Je cherche aussi des solutions. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une réponse. Les L'huile deux, je crois. kapha, La première partie, c'est kapha appliquée sur les c'est jambes un est très conseil, efficace pour soulager, ouais. et que faire pour soulager, pour le manquer. Et Ouais, pour puis, que ça n'apparaisse plus, plutôt en prévention. Je cherche aussi des solutions. bah là, on en a parlé un peu. Mm. Mm. Ouais, le massage est fondamental, hein. De toute façon, s'il y a un problème CAFA, c'est clair, c'est mouvement, mouvement, mouvement. Ça, c'est vraiment 50% du remède, hein. Mouvement, repas léger le soir, petite quantité d'eau, mais toujours chaud, avec un peu de gingembre, comme disait Sophie. Donc, des choses très stimulantes pour CAFA, hein, pour la circulation. Et puis, des massages, pas forcément des massages avec beaucoup d'huile, hein. En clinique, on fait ça, hein, des massages avec très peu d'huile, hein, voire des massages avec de la farine de pois chiche et un petit peu d'huile, hein. Ça peut être, bon, faut faire le ménage après, mais c'est très efficace. C'est très efficace, ouais, pour la rétention. Si je me réveille spontanément, il y a toujours quelque Il y chose a qui une va se. question avant, oui, l'huile de sésame mûrie. Oui, on utilise en Ayurveda que de l'huile de sésame mûrie, que ce soit pour se faire un massage, que ce soit pour se nettoyer la bouche. Et mûrie, ça veut dire qu'elle a été cuite autour de 100 degrés, on dit juste 108 degrés, de façon à ce que toutes les impuretés soient bien éliminées. Donc, on n'utilise pas l'huile de sésame directement, même bio, achetée dans un magasin. On va vraiment bah, l'idéal, c'est de l'acheter mûri. Moi, je sais qu'en général, quand je dis comment il faut faire, la plupart des gens me disent, oh là, c'est trop compliqué, je vais essayer de la trouver et puis de l'acheter. Mais ça, on pourra guère trouver que dans les magasins ayurvédiques. Nous, enfin, en Suisse, on en vendait. On peut essayer de le faire soi-même, mais c'est délicat pour pas dire dangereux si on s'y prend pas bien. On met quelques gouttes d'eau dans l'huile avant de commencer à la faire chauffer. Et quand elle va atteindre 100 degrés ou autour de 100 degrés, l'eau va s'évaporer, ça fait un petit bruit, un petit craquement.
Et là, il faut absolument arrêter immédiatement l'huile, mais il faut pas oublier que si on oublie, elle risque de s'auto-enflammer et de mettre le feu. Et que quand on manipule, c'est-à-dire qu'on veut par exemple bouger la casserole pour pas qu'elle reste sur le feu, euh, si jamais on s'en verse dessus ou s'il y a un enfant qui est dans le coin, ça peut être vraiment dangereux. Mm. Donc très attention pour faire ça soi-même. L'idéal, ce serait de la trouver déjà mûrie. Oui. Nous, on utilise un thermomètre en fait. Mm. On utilise un Si on veut le faire thermomètre soi-même, il faut au moins un thermomètre. Mais puis, il faut voilà. rester à côté du Il faut début rester à à la côté. fin. Ouais. Et il faut pas d'enfant dans la pièce. Et pas l'enfant dans la pièce. Faut prendre beaucoup de précautions. Ce qu'il faut dire, c'est que toutes les cliniques, pratiquement toutes les cliniques du monde ayurvédique ont pris feu un jour ou l'autre, hein. Donc, Pas pour- Pas et pendant que même des j'y fois étais. plusieurs fois. Pendant mes 25 ans, il n'y a pas eu de feu. Mais le jour où on est arrivé, oui, ça a bien. Ouais, nous, c'est pareil, c'est La du début veille de... du jour où on est arrivé, ça a bien brûlé. Mais bon, dans les cliniques, évidemment, il y a des possibilités d'avoir des, comment on appelle ça, j'ai le mot en anglais, cooker, des systèmes qui cuisent l'huile avec des thermostats. Ça peut pas chauffer plus qu'une certaine température, ce qui fait que ça ne dépend pas d'une présence humaine. Et puis, il y a des systèmes d'alarme. Dès qu'il y a personne qui quitte la pièce, ça sonne. Quelque chose. Enfin, on a tout essayé prend pour des précautions, on a pris des minimiser les précautions. risques et ça a bien aidé. Ouais, c'est clair. Alors, si je me réveille spontanément à 19 heures, je suis pas sûr de ce qui était marqué. Dois-je me forcer avec un réveil à 6 heures pour tenter de placer une autre? C'est vraiment 19 heures, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dort dans la journée? Là, j'ai un petit peu de... Je me questionne sur la question. Dans tous les cas, si on veut changer son horaire de lever, faites-le progressivement, hein, c'est-à-dire quart d'heure par quart d'heure. C'est-à-dire, hein, on peut mettre le réveil, mais on va pas, par exemple, passer de 9 heures du matin à 6 heures du matin. Ça serait trop choquant pour la physiologie. Donc, on fait quart d'heure par quart d'heure, un petit peu tous les 2, 3 jours, 4 jours, comme on se sent Mm. confortable. Et on change l'horaire de façon à se rapprocher de plus en plus d'un horaire qui va éveiller et qui va donner beaucoup d'énergie. Si je peux Oui, rajouter, bien c'est sûr. plus facile de se réveiller, de changer son heure de réveil que son heure de coucher. Parce que si on a l'habitude de se coucher toujours à 11 heures, si on va à 10 heures au lit, la plupart des gens ne vont pas dormir, ils s'énervent et ils vont même pas dormir à 11 heures, ils s'endorment encore plus tard. Et là, ils sont pas contents, ils reviennent, ils se disent, bah, ça marche pas votre truc. Moi, je dis maintenant plutôt de se réveiller plus tôt. Du coup, on est fatigué le soir, spontanément, on va se coucher plus tôt, ce qui va aider à se réveiller le lendemain plus tôt et c'est plus facile. On sent l'expérience. Quel est le meilleur moment pour faire une purge à l'huile de ricin et la fréquence? Merci. Alors bon, c'est pas trop le sujet de ce cours, mais il y aura probablement, alors faut on voit avec Olivier et Marie-Françoise, probablement une, une cure printanière, donc certainement au mois d'avril, il faut qu'on voit comment ça va être mis en place. Et là, à ce moment-là, il y aura toute la connaissance, parce que c'est bon, c'est quand même tout un protocole, hein, les cures saisonnières. Donc il y aura toute la connaissance pour répondre à cette demande. Ouais. J'ai un naturopathe diabète, j'ai pardon, une neuropathie, décidément. J'ai une neuropathie diabétique sous chaque pied qui m'empêche normalement de marcher sur M'empêche de non. marcher, je pense qu'elle veut dire, qui C'est ça, m'empêche de de marcher marcher. normalement. J'ai utilisé une huile de sésame mûrie ou ghee. Y aurait- y aurait-il des résultats? Donc là, évidemment, c'est. Ouais, tu peux. Mm. Tu as Je quelque chose pense à que dire? l'idée du massage, c'est une bonne idée, ça c'est Hein. sûr. C'est comme si ça éveillait peut-être l'intelligence, la conscience de ces petits nerfs qui vont dans les pieds, dans les jambes. Il y a des huiles spéciales aussi médicinées qui existent pour ça. Et ouais, j'avoue que je suis pas sûre si on le trouve à MAP Europe. Ça fait partie de cette série des produits Veda. Bah, si vous avez l'habitude de communiquer avec Maharishi Ayurveda Product Europe, vous pouvez demander le Veda 711. Mais ça s'appelle, c'est pas un produit MA comme la plupart des produits qu'on utilise, c'est un produit Veda. Et en principe, il devrait l'avoir. Le Veda 711, il est bien. On peut masser en particulier la partie basse du corps avec quand il y a des problèmes neurologiques. Hum. Sur, sur, euh, sur MAP Hollande. Hein. Oui, MAP Europe, quand on cherche sur Internet. Oui.
Euh, Est-ce possible de retrouver à la fois des déséquilibres de plusieurs doshas en même temps et si oui, comment adapter l'alimentation? Ah oui, ça, la question, c'est une très belle question. J'adore cette question. Oui. Pourquoi? Parce que en fait, c'est jamais à égalité. Il y a toujours un dosha qui va peut-être un peu plus dominant que les autres. Donc on commence toujours par le dosha dominant. Et puis une fois qu'on voit que ça commence à se rééquilibrer, donc il faut être un petit peu vigilant. On commence à se rééquilibrer, on va prendre le second dosha, etc. Effectivement, les trois doshas peuvent être déséquilibrés. Hein, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois. Et on part toujours avec le dosha dominant. Il y a, en général, en règle générale, c'est souvent Vata hein, qui est le plus en jeu, mais pas toujours. Parfois, on voit des déséquilibres Pitta-Kapha, par exemple, où c'est Kapha qui crée le déséquilibre, ou Pitta qui crée le déséquilibre en premier. Donc, faut regarder un petit peu quel est celui qui est vraiment dominant, ou qui est légèrement dominant, et on part par celui-là. Parce qu'on peut pas, il existe des diètes qui font Pitta Kapha, par exemple, ou des diètes Vata Kapha, ou des diètes Vata Kapha. Donc, effectivement, on peut aussi utiliser ces diètes, mais d'abord regarder s'il y a un de chaque qui est un petit peu plus dominant. Et puis après, si vraiment c'est difficile, à ce moment-là, on peut avoir les diètes. Mais ça, faut demander à un consultant. Et les gens vous soutiendront, vous aideront pour trouver, trouver la bonne formule et la bonne diète. Euh, Vous avez parlé d'une plante contre les ballonnements. Oui, il y Oui, en a j'avais plein. dit le cumin ou le fenouil, oui. C'est typiquement aussi Cumin des fenouil. épices qui sont bien pour le vata. Mhm. Quel est le meilleur ghee? Celui qu'on Je dirais fait. que c'est celui qu'on fait soi-même à partir d'un bon beurre Oui, de bonne à partir qualité, d'un bon beurre bio, bio. c'est celui qu'on fait. Donc, le meilleur ghee, je me souviens de Dr. Adjoun nous avait dit, on peut faire. Alors, il y a le ghee qui est lavé 100 fois, ça c'est exceptionnel, et ça, si vous êtes courageux, vous pouvez le faire, mais il y a comment dire, il y a des gens qui l'expliquent sur YouTube. Le ghee, le ghee que l'on fait jusqu'à 7 fois, on appelle un ghee médicalisé, et qu'on fait, on laisse refroidir, on recommence, on laisse refroidir, on recommence, on laisse refroidir. Et ça donne un ghee d'une finesse, d'un raffinement et d'une efficacité absolument incroyable. Mais il faut être patient, mais ça se fait. C'est vrai, celui qu'on fait nous-mêmes, en général, bien meilleur. L'huile de sésame doit être remûrie au bout d'un certain temps. Je Ah pense oui. qu'elle se garde très bien, l'huile de sésame qui n'est pas médicinée, qui n'est pas cuite avec des plantes, ça se garde très longtemps. Donc, Mm. moi, je dirais en tout cas pendant 6 mois, si elle est conservée de manière à l'abri de la lumière, pas dans une situation trop chaude ou trop froide, il y a pas de problème. Une fois qu'elle est mûrie, elle se garde mieux que si elle n'était pas mûrie. Alors, on peut trouver de l'huile de sésame mûrie. Ça, c'est Franck qui nous informe de ça chez Satnam. Mm. Satnam.de. Là, c'est marqué Satnam, mais c'est vrai quand on écrit des fois, c'est Satnam, c'est un N, hein, SATNAN.de. Chouette pour la cure saisonnière, Sonia. À quand un cours sur l'incompatibilité, l'incompatibilité ou bonne compatibilité des aliments qui créent aussi des déséquilibres de chat, je suppose, oui, hein. Oui, il y a des choses, par exemple, l'usage du lait. L'usage du lait, le lait, c'est simple, vous le buvez en dehors de tout. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper parce qu'il y a plein d'incompatibilités avec le lait. Il y a, je ne sais pas si on peut vraiment monter tout un cours sur les incompatibilités, mais disons il y a des choses comme ça. On évite de mettre ensemble des choses très contrastées en qualité. Par exemple, du chaud avec du froid. Hein, c'est-à-dire, vous faites bouillir de l'eau, puis vous remettez de l'eau glacée dedans. On évite ce genre de choses. Ça, c'est des incompatibilités. On évite de mettre des aliments doux avec des aliments très épicés. Hein. Ça peut être des contrastes trop violents. Hein. Donc, il y a des choses comme ça. Mais bon, peut-être. C'est une chose qu'on peut faire dans le cadre d'une cure, de cure de printemps, par exemple, ou cure d'automne. On peut faire une petite conférence là-dessus. Moi, je dois avoir une conférence sur les incompatibilités. Donc, on peut monter ce sujet-là. Ouais. Sur une petite conf. Ouais. Alors, peut-on boire l'huile de sésame mûrie?
Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Euh, bon, c'est pas nécessaire. Ouais, moi, C'est c'est un pas peu comme toi. nécessaire. Ouais. Non, ça risquerait vraiment de monter beaucoup le pita, puis c'est quand même de l'huile. Bon, en général, on ne recommande pas. Mm. Non, l'huile de sésame, comment dire, comme l'huile d'olive, on peut les prendre comme ça, première pression à froid. Ça c'est OK. Ouais. Mm. Alors, est-ce que l'huile de coco doit être mûrie? Bah, c'est possible de la cuire. En général, enfin, je sais qu'il existe dans certains types d'huiles médicinées des huiles de coco qui sont cuites avec des plantes, donc en quelque sorte elles sont mûries. Mais si on utilise de l'huile de coco en général sans plante, on ne la cuisine pas à haute température. Et je sais que c'est pour ça que moi, les acheteurs laitiers avec lesquels j'ai beaucoup travaillé ne la conseillaient pas tant que ça. Ils préfèrent qu'elle soit médicinée et qu'elle soit justement cuite. Mais je leur avais posé la question, eux, ils cuisaient pas l'huile de coco sans les plantes. Dans les plantes, ouais. Donc Ça elle n'est marche. pas vraiment mûrie. C'est pas le premier choix, mais ça peut quand même dépanner en Ouais. période de canicule. Mm. Disons que c'est quand même bien rafraîchissant hein, pour Pita, il faut Oui. reconnaître. Hein. Ou localement, on peut l'utiliser. Alors là, il n'y a aucun problème, on peut l'utiliser non mûri localement pour rafraîchir la peau ici ou là. C'est très agréable. Moi, je vais le faire parce qu'on a oublié d'éteindre le chauffage. Il fait une chaleur épouvantable dans la maison. Et je Donc me tu suis vois, dit, l'huile de après. coco va me faire du bien. Ne serait-ce sur la peau quand elle est très sèche, parce Ouais, qu'elle est très fine, beaucoup plus fine que l'huile de ouais. sésame, on peut en appliquer plusieurs fois par jour. Il faut juste Mm. se méfier en été, pas sortir au soleil avec de l'huile de coco, parce qu'elle réagit au soleil. On pourrait faire des taches brunes. Quel est le meilleur moment pour faire une purge avec l'huile de ricin? On l'a déjà vu. Euh, alors, pour les massages, je suppose que c'est en lien avec. Je ne sais pas en quoi c'est Oui, lié. c'est Il avec faut l'huile de préciser que coco, c'était c'est Christophe l'huile de qui coco. utilisait pour Ouais. l'huile de coco, Oui, donc c'est c'est la même personne. Ouais. c'est pour les Ouais, c'est bien massages. pour les massages. Ouais. Mais pas bien de la faire mûrir. Donc, présenterez-vous les sous-doshas dans un prochain cours? Alors, on va pas présenter dans ce cours-là les sous-doshas. C'est vraiment des cours avancés. Un cours Mais par contre, avancé. on va rentrer dans les subtilités de l'essence de Vata Pitta Kapha. Et c'est pas les sous-doshas, mais ça va dans la bonne direction. Super. Bon, ben, c'était très riche le questionnement. Merci beaucoup. Hein. Ça fait avancer la connaissance pour tout le monde. Et puis donc on vous remercie tous, on remercie toute l'équipe. Un grand merci à tous. Donc on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau sujet. Vous pouvez peut-être, euh, l'idée est toujours de faire un petit quelque chose à la maison. Euh, Peut-être pensez à ce qui vous a le plus plu dans ce cours. Quelque chose qui vous a marqué particulièrement, hein, ou quelque chose que vous avez découvert, que vous ne connaissiez pas du tout. Voilà, juste pour remettre un petit peu d'attention. OK, donc bonne soirée à tous.